Bienvenue sur la Woman Mag, le magazine des femmes ambitieuses de La Réunion et de l'océan Indien. Aujourd'hui, je reçois la belle Chloé, originaire de l'île de La Réunion. Elle est passionnée de randonnée et elle nous propose à travers ses réseaux sociaux et également son site internet Le Monde de Chloé, toutes ses plus belles balades sur notre île et également partout ailleurs dans le monde. Bienvenue à toi, Chloé. Bonjour Sandrine, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Chloé, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, de la petite fille que tu étais? C'est ma première question. Donc en fait, on a envie de te connaître davantage. Alors, petite fille, j'étais une petite fille, j'aimais bouger en fait. Je suis originaire des Hauts-de-Saint-Paul, donc j'ai grandi, la maison était dans la campagne, donc un champ de canne autour de la maison. J'aimais jouer dehors. Alors, j'aimais être dans la nature et également bouger la corde à sauter. J'allais chercher des petites fleurs dans les champs. J'aimais décorer la maison. On n'avait pas beaucoup de moyens, mais beaucoup d'amour. Et j'aimais aussi danser. Alors, dès que j'entendais la musique, je dansais. Ça, c'était un truc que j'adorais faire. C'est danser dans la maison, dehors, avec les copines. C'était un truc que j'aimais depuis toute petite. Voilà, et la petite fille qui aimait rire, qui était entourée des voisins, qui jouait avec ses voisins, ses voisines, et c'était une enfance agréable. Voilà, le souvenir que j'ai. Et est-ce que tu avais des rêves de petite fille? Quels justement étaient tes rêves de petite fille? Alors, je me voyais danseuse. Quand j'étais petite, je me disais un jour, je serai danseuse, soit prof de danse ou danseuse professionnelle. J'avais ça dans la peau. Peu importe la danse, que ce soit le maloya, la danse moderne jazz, j'entendais même du classique et je m'étais à faire quelques pas et voilà, je dansais sur toutes les musiques. Et tu l'as réalisé ce rêve aujourd'hui ou pas? En fait, même si on n'avait pas trop les moyens, j'ai eu la chance, à force de saouler tout le monde avec la danse, ma mère a fini par m'inscrire à la danse. Donc, j'ai pris des cours. J'avoue, j'étais assez douée puisque je me souviens la première fois où je suis arrivée en cours, on m'a posé la question, tu as déjà pris des cours de danse? Je pense à force de danser comme ça tous les jours, j'ai commencé à avoir le rythme. Et du coup, j'ai pris des cours de danse. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de spectacles et pendant des années, j'ai dansé. J'en ai pas fait mon métier puisque c'était ma passion. Et je voulais pas trop mélanger parce que pour moi, une passion doit rester quelque chose qu'on fait et qu'on puisse s'épanouir là-dedans. Et le métier, c'était autre chose pour moi. Gagner de l'argent, je voyais pas faire de la danse pour avoir de l'argent. En fait, c'était ma vision par rapport à cette passion-là. D'accord. Tu te tournes également vers un sport plutôt individuel, donc le trail, le trek. Alors, comment cette passion est entrée dans ta vie, Chloé? Alors, je dirais pas le trail. Moi, j'ai commencé par la course à pied. C'était les 10 km sur route. Justement, quand je faisais de la danse, donc pour avoir de l'endurance, j'allais courir. Je faisais quelques footings par semaine. Donc, j'étais accompagnée de ma sœur, on allait courir. Et justement, un jour, sur le parcours, j'avais rencontré Jean-Louis Priano, que tout le monde connaît dans la course à pied. Et il a suffi, c'est fou, parfois on rencontre des gens comme ça qui vous disent « Ah, vous courez bien, vous devez prendre une licence, vous inscrire dans un club, etc. » Et ça a été le déclic. Je me suis dit, lui qui est champion de la Réunion, lui qui court et qui doit bien connaître les sportifs,
Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, j'ai peut-être le niveau, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin d'un niveau pour pouvoir être licencié dans un club, mais j'ai vu ça comme ça. Donc, du coup, avec ma sœur, on a pris une licence et on était licencié dans un club. Donc, du coup, là, à partir de ce moment-là, on s'entraînait avec le club. J'ai commencé à faire des compétitions, c'était des 10 km sur route. Et petit à petit, ça a été les semi-marathons, les marathons et ensuite quelques courses de montagne. Mais pas vraiment à fond dans le trail, c'était plus les 10 km sur route. D'accord, ok. Et justement, qu'est-ce que cette pratique t'a apporté dans ta vie? Le fait d'aller en entraînement, d'être aussi assidu, de faire tes 10 kilomètres, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, l'entraînement, c'était déjà aussi avoir une bonne hygiène de vie. Alors, ça m'obligeait à dormir très, très tôt, me réveiller très tôt aussi le matin, à surveiller un petit peu mon alimentation, puisque je me disais, si j'ai une compétition, je vais pas manger trop de piment, je vais pas manger un rougail saucisse, par exemple, la veille, je mangeais des pâtes, etc. Et ça a tout changé dans ma vie, en fait, que ce soit au niveau alimentaire et aussi physique, puisque le fait de s'entraîner, bah, on est en forme, on est fatigué après un entraînement, mais qu'est-ce qu'on est en forme après? Je veux dire, une activité physique régulière, ça change tout hein, au niveau que ce soit le bien-être physique ou mental. Bien sûr. Et qui t'inspire dans le milieu sportif, Chloé? Alors, j'ai pas vraiment une personne en particulier qui m'inspire. Après, au niveau local, j'ai Marcel Puy que j'admire, que j'ai un grand respect, surtout quand je vois ce qu'elle a fait et qu'elle continue de faire aujourd'hui. Il y a aussi Jean-Louis Prianon, ça a été aussi le déclic au niveau sportif, puisque quand je regarde son parcours et aussi la personne aussi, hein, quand je parle de Marcel Puy, c'est aussi la personne qu'elle est. Donc ça, c'est des gens qui me motivent. Après, je sais qu'il y a aussi au niveau national Christine Aron, c'est quelqu'un que j'admire aussi. À l'époque, je regardais tout le parcours de cette femme. Et quelle a été l'une de tes plus belles leçons de vie durant tes traversées, durant tes randonnées, tes découvertes? Plus belle leçon de vie. Alors, c'est profiter de chaque moment présent. Alors, souvent, on aime bien créer des souvenirs. On aime bien revenir sur quelque chose qu'on a fait de merveilleux. Mais pour ça, il faut pouvoir profiter de chaque petit moment. Je dis toujours, la vie, elle est courte. Et il faut savoir apprécier là, le moment présent, pas courir toujours après quelque chose de plus beau. Parce que si on ne profite pas, on passe à côté des choses merveilleuses quoi, de la vie. Et ta plus belle rencontre durant ces traversées? Ma plus belle rencontre. Alors, ma plus belle rencontre dans la vie, alors, je tiens à le dire, c'est mon compagnon, c'est Didier. C'est une personne qui a changé ma vie complètement. Ensuite, sur les sentiers, c'est une rencontre en fait un peu particulière puisque quand je faisais de la randonnée au tout début, j'avais rencontré un jour un sourd sur le sentier. Et effectivement, j'ai pas pu communiquer avec lui parce que je savais pas, je signais pas, je connaissais pas du tout la langue des signes. Et je sais que cette personne a essayé de me demander quelque chose on était dans une intersection, dans un sentier, et ça m'a fait mal au cœur de ne pas pouvoir communiquer. J'avais pas de stylo, de papier, j'aurais pu écrire quelque chose pour essayer de comprendre ce qu'il essayait de me dire. Et ça a été un déclic. Ça m'a travaillé tout mon parcours. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai pas pu le renseigner. J'ai compris qu'il souhaitait avoir un renseignement.
et j'ai pas pu le faire. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, je pensais faire une formation en langue des signes, c'était pour les personnes qui avaient un membre de sa famille ou qui avait plus ou moins un souci pour communiquer, pour faire la formation. Et ça m'a travaillé, je ne l'ai pas fait de suite, mais à un moment, je me suis dit, allez, vas-y, fais ta formation, tu sais pas, peut-être demain, parce que je repensais toujours à ça, c'est cette image-là qui me revenait. Et j'ai commencé la formation, la langue des signes. Et je suis fière aujourd'hui de pouvoir communiquer et de le dire, même à mon travail, je mets le petit signe, je mets la petite pancarte pour mettre aussi la personne à l'aise, celui qui arrive dans mon bureau, s'il est malentendant ou sourd. Il sait que je suis pas non plus très très à l'aise, mais j'arrive à me débrouiller. Je connais l'alphabet et j'hésite pas quand il y a quelqu'un qui vient vers moi à signer. Et ça, c'est une fierté aujourd'hui. Et c'est grâce à cette rencontre-là que j'ai eu ce déclic. D'accord. Tu peux nous transmettre un message avec le langage des signes? Bah, Qui veut dire? bonjour. Mon prénom. Et je vais dire mon prénom en langue des signes. C'est H-L-O-E. Merci à toi. Autre question, Chloé. Y a-t-il des endroits sur l'île que tu ne connais pas encore? Donc, c'est vrai que tous les week-ends, tu es en balade avec ton conjoint. Est-ce qu'il y a des endroits que tu n'as pas encore découverts et que tu souhaiterais justement le faire? Comme je dis toujours à la réunion, moi je suis toujours surprise quand je sors d'un sentier battu. C'est-à-dire que j'aime bien retourner déjà au même endroit, ça me dérange pas. Même un endroit que je connais, le paysage de toute façon, il sera différent. Que ce soit en hiver, en été, les fleurs, il y a les fruits, je veux dire, on aura un paysage différent. Après, je sors souvent des sentiers battus. J'aime bien aller voir ce qui se passe à côté. Et j'arrête pas de découvrir. Ce week-end encore, je disais à Didier, mon compagnon, j'ai fait, regarde, on était à La Roche-en-Cré, on sort à 15 minutes du sentier, on a découvert un magnifique bassin, une belle cascade, et je me dis, mais il y a encore des choses à découvrir. Et je suis sûre que juste à côté d'un sentier, on sort à 5-10 minutes, et même sur le sentier. Après, j'ai pas tout fait non plus, hein. Tout le monde me pose cette question. Effectivement, je marche pas mal. Il y a des sentiers où à un détour d'un sentier ou même tout près de chez soi, hein, c'est tout bête. Parfois, on veut aller à Mafate. J'adore Mafate, hein, c'est un endroit que j'adore. Faire la route, faire plusieurs kilomètres comme aller à Sillaos, mais parfois juste à côté de chez soi. La dernière fois, pas loin de la maison, j'ai découvert un endroit mais magnifique. Et je sais qu'il y a encore plein de petits coins comme ça à La Réunion, et c'est ça que j'adore en fait. Tu as découvert également cette passion donc pour la randonnée après ta participation à ton premier grand raid en 2003. Alors, parle-nous de cette aventure et aussi dis-nous comment tu t'es préparé à un tel effort physique et surtout mental. Alors, le Grand Raid, c'est une grande histoire. Ça a été vraiment sur un coup de tête. Alors, à l'époque, je faisais des compétitions sur route, 10 km, les relais, marathon, semi-marathon. Et à cette époque, il n'y avait pas besoin de valider il n'y avait pas besoin de points pour pouvoir participer au Grand Raid. On ne demandait pas non plus d'avoir participé à tant de courses pour accéder au départ. Et comme ça, je me disais, je ne veux plus faire de compétition, j'ai envie de faire autre chose. Je ne savais pas quoi, mais j'avais envie de faire autre chose. Et là, je me suis dit, si je dois arrêter, j'aimerais m'arrêter sur une belle course. Et je dis avec ma sœur,
je vais faire le grand raid. Mais elle me dit, mais ça va pas. Tu as déjà fait 21 km, 42, quelques sorties de montagne, quelques trails, mais elle me dit, c'est pas suffisant pour faire le grand raid. Alors, je lui demande de faire avec moi. Elle me dit non, elle se sent pas prête. Et là, j'en parle autour de moi, notamment à mon travail. Et là, j'ai tout le monde qui explose de rire, qui me dit, mais t'es folle, c'est une course mais très difficile. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils en savent, ils en savent puisqu'ils n'ont jamais fait. Et il y a des gens qui faisaient du sport autour de moi, mais n'avaient jamais fait le grand raid et qui me disaient, mais te lance pas là-dedans, c'est un truc de malade, ça porte bien son nom, c'est la diagonale des fous. Le fait de me dire ça, ça me motivait encore plus. Je me dis, mais pourquoi ils disent que je ne suis pas capable? Attends, je vais déjà m'inscrire. Quand je me suis inscrite, je commençais déjà à m'inquiéter. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Mais ça, je gardais pour moi, je disais à personne. Je faisais la forte, je disais, ben oui, j'arriverai, je me suis inscrite et je vais le faire. Je vais le faire. Et là, je vois que mon nom est tiré au sort. Je vois dans le journal que ça y est, je suis tirée au sort et je vais participer au Grand Raid. Et là, je me suis dit, je ne peux plus reculer. C'est comme ça, je vais le faire. Et là, je me suis conditionnée mentalement. Je ne sais pas si j'étais prête physiquement, parce qu'aujourd'hui, je dirais que je suis beaucoup plus entraînée qu'en 2003, quand je me suis inscrite. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire, j'ai le temps. Et là, j'ai un peu oublié ma voiture. C'est-à-dire que dès que je devais faire quelque chose, si je pouvais le faire à pied, je le faisais. Je me souviens, parfois, j'étais dans les embouteillages. Il m'est arrivé une fois, j'ai laissé ma voiture à Saint-Leu et je suis rentrée chez moi à pied. Le soir, avec un ami, on est allé récupérer ma voiture. Tant que je pouvais faire mes courses, aller à la boulangerie, je descendais à la plage, j'habitais aux Avirons. J'allais à Étang-Salé à pied, j'allais à la plage à pied, j'allais acheter le pain le plus loin possible, à pied. Je faisais tout à pied. Et j'ai appris aussi à marcher pieds nus dans les tout petits cailloux pour durcir sous mes pieds. J'avais entendu ça, j'ai vu une interview, quelqu'un qui disait bien se préparer les pieds. J'écoutais un peu les gens qui avaient déjà fait le Grand Raid, l'expérience. Je prenais un peu l'expérience des gens. J'écoutais en fait. J'écoutais, je me suis dit, je ne vais pas tout mettre en pratique, mais ça peut me rendre service. Je suis très à l'écoute, même quand j'allais dans un gîte, j'entendais les gens parler Grand Raid. Et Grand Raid, ça m'intéressait puisque je savais que j'allais le faire. Je n'osais pas trop dire ah, je vais faire le Grand Raid parce que je savais que les gens hallucinaient en fait. Surtout au niveau professionnel. Il y en a même qui ont fait des paris en se disant elle va arriver où Sillaos, tu crois tel endroit, ma fat, tout le monde disait ah, elle va faire 10 km, elle va s'arrêter. Il n'y a eu que des paris là-dessus. Je me suis dit, aujourd'hui, je les remercie parce que ça t'a motivé en fait. Bien sûr. Ah oui, je me suis dit ah, vous avez parié, ok, attends, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et je l'ai fait et je suis arrivée. Est-ce que c'est ça justement qui t'a porté? Est-ce que c'est ces paris qu'ils ont fait? Est-ce que c'était pour toi une source de motivation supplémentaire ou t'en avais d'autres? Ah, j'en avais d'autres. Ça a été aussi une source de motivation, mais j'en avais d'autres. C'était un défi personnel. Je voulais me dépasser. Je suis assez, j'aime pas la routine. Dès que ça commence à être facile, j'ai envie de passer à autre chose. Et je ne dis pas que la course à pied, quand je faisais les compétitions, c'était facile parce que, en fait, je n'avais pas non plus un très, très bon niveau. Je m'éclatais, j'étais bien, mais à un moment, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai besoin d'adrénaline, j'avais besoin de me dépasser tout simplement et de savoir aussi, à l'époque, mon fils, il était tout petit et quand il avait vu, je lui dis, voilà, les gens qui arrivent, ils ont une médaille. Ah, il attendait sa médaille. Je savais qu'il m'attendait à la Redoute. Et moi, je fonctionnais par étapes sur ce Grand Raid. J'avais ma sœur qui m'attendait à Sillaos.
je me suis dit, mon Dieu, elle a fait toute cette route. Alors, on cherche tous les trucs pour se motiver aussi. Hein. Elle a fait toute cette route pour m'attendre. J'ai pas le droit d'abandonner. Il faut que j'arrive à Sillaos puisqu'elle est là. Elle m'attend. Et il y a aussi le côté, il y a les gens, les encouragements, les gens qui sont là ah bravo, quand les gens, déjà au tout début, quand je voyais les gens, bravo Chloé, allez Chloé, je fais, oh, comment ils me connaissent? Et en fait, c'était juste écrit sur le dossard et je me rendais même pas compte. Et là, c'était un bonheur de les encouragements des gens sur ce parcours. Et la motivation a été également le paysage. Et ça, c'était ma grande motivation. Plus j'avançais, plus je découvrais des paysages magnifiques, en fait. Je connaissais un peu la montagne, mais et là, je réalisais qu'en fait, non, tu connais pas la montagne, en fait. Regarde ce qu'il y a. Et il y avait des endroits où j'avais jamais été, mais pas le temps de profiter parce que là, je suis quand même dans une compétition. Il y a la barrière horaire, et puis il fallait arriver. Je veux dire, je peux pas m'attarder non plus à me poser. Quand je voyais les cascades, je voyais la rivière et tout, je fais ici, il faut que je revienne, là, il faut que je revienne. Et puis j'avançais, c'était comme ça. Et on est un peu dans ces pensées, toujours positives parce que il faut rester positif parce que la course elle est longue et aussi au niveau mental, à un moment on se met on repense à quelque chose de super, des souvenirs, mais toujours des super souvenirs. Et on se rend compte qu'on a fait 10 kilomètres déjà et on ne sait pas comment on l'a fait. Et c'est ça qui était merveilleux sur cette course. Super. Et justement, comparé à maintenant, il y avait très peu de femmes qui participaient à ces courses. Alors, comment tu étais perçue justement dans le monde du trail? Très peu de femmes, je sais pas, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait très peu de femmes en fait Par rapport à maintenant? sur la course. Peut-être moins, mais il y avait quand même beaucoup de femmes. Mais après, ça a été sur les sentiers. Alors, il y a un truc qui m'avait marqué sur les sentiers, c'est il y a des moments, des passages où on ne peut pas dépasser quelqu'un. On est obligé de rester derrière, à moins que la personne vous laisse passer. Donc, moi, sur le Grand Raid, à partir du moment où j'entends quelqu'un qui arrive, mais je vois qu'il a un rythme beaucoup plus vite, à ce moment-là, si j'ai la possibilité surtout de laisser passer, je laisse passer. Et sur le Grand Raid, je me suis rendu compte à plusieurs reprises, quand j'étais derrière un homme, il se retournait quand il voyait que c'était une femme. Ah, il ne laissait pas passer. C'est pas possible. C'est pas possible qu'une femme puisse passer devant. Et ça m'avait tué, ça m'avait marqué. Je me suis dit, c'est pas possible. Même aujourd'hui, je rencontre encore un peu ces personnes qui ne laissent pas passer. Quand on veut avancer plus vite, on est obligé de rester derrière, en fait. Il y a de moins en moins, heureusement, mais quand j'ai participé au Grand Raid, j'ai vécu ça à plusieurs reprises sur le parcours. Et être obligé de rester derrière, quand on ne peut pas se mettre sur le côté, je comprends. Mais quand il y a la possibilité, on peut pas empêcher quelqu'un de passer parce qu'une personne se retourne, il voit que c'est un homme, il dit ah bah ok je le laisse passer. C'est une femme, elle ne peut pas. Non, non, nous aussi on peut. Et c'est ça qui m'avait un petit peu choquée, je dirais. Je m'attendais pas à ça. D'accord. On revient maintenant, Chloé, sur justement ce que tu as lancé il y a quelques années, le monde de Chloé. En fait, tout part à partir de ta première vidéo en mai 2017, si je me trompe. Exactement. Le nombre de vues explose. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? En fait, on ne s'attendait pas du tout à ça. Alors, j'avais pour habitude, lors de mes sorties, puisque après le Grand Raid, je me suis mis à la randonnée. Donc, je me suis dit, allez, chaque dimanche, je vais aller découvrir un endroit de la Réunion, parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas assez la Réunion, notamment la montagne. Et je me suis dit, voilà, avec ma sœur,
chaque dimanche, on programmait une sortie. Je me suis dit, quand j'aurai fait le tour, je passerai à autre chose. Sauf que j'y suis toujours aujourd'hui. Parce que et on est parti, donc on partait en randonnée le week-end et le soir, je postais ma sortie, des photos des endroits qu'on avait visités. Et ça, c'était sur ma page perso. Et je voyais que j'avais beaucoup d'amis, je dirais, Facebook, des gens que je connaissais plus ou moins, que ce soit de la danse, des collègues, etc. Et j'avais l'impression que pas mal de gens ne connaissaient pas même des endroits qui me paraissaient connus. Me disaient, ah, c'est où ah, il y avait des gens qui n'avaient jamais été à Mafat, donc je montrais une photo de Mafat. Oh, c'est trop génial, je ne connais pas et tout. Et que, quand j'ai rencontré mon compagnon Didier, il me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une page? Parce qu'à un moment, je partageais aussi ces posts-là, ces photos en public. Au lieu de les mettre que pour mes amis, je me rendais compte en fait que ça intéressait des gens. Et du coup, j'ai dit, ben, autant faire, pour moi, je suis pour le partage en fait. J'ai dit, autant faire profiter aussi à d'autres personnes. Et là, Didier me propose de créer une page. Oui. Et là, tu pourrais juste poster tes sorties, tes vidéos, tes photos. À l'époque, je ne faisais pas de vidéos, c'était que les photos. Et du coup, on a créé la page Le Monde de Chloé. Et Didier ne marchait pas régulièrement comme moi et il a commencé à faire de la randonnée. Lui qui était passionné d'images, il aime bien faire des photos. Je dis, allez, viens, je t'emmène à un endroit, tu vas voir, il y a des photos magnifiques à faire. C'était un peu aussi au départ pour le motiver à venir en randonnée. Parce que je me suis dit, comment on va faire s'il n'aime pas la randonnée? Comment on ne va pas se voir du tout le week-end? Ça ne va pas être possible. Et là, le dimanche, on faisait une sortie. Au départ, c'était pas des sorties très longues. Et puis, il a commencé à me dire, ah, c'est bon, je suis à l'aise, on peut aller où tu veux. Et là, je me suis dit, j'ai un endroit, j'aimerais t'emmener à un endroit que j'ai découvert qui est magnifique. C'était le Ciment d'Ef. Alors, je lui ai dit, prépare-toi à escalader. Il ne faut pas avoir peur du vide. Et on a pris une corde, on s'est bien sécurisé et on avait fait le Ciment d'Ef ensemble. D'ailleurs, je précise qu'il ne faut pas y aller comme ça. Il faut solliciter vraiment un guide s'il y a des gens qui souhaitent le faire, surtout s'ils ne sont pas à l'aise, qu'ils n'ont pas de corde, etc. Parce que c'est très technique, c'est vertigineux et c'est du hors sentier. Hein. Et du coup, je l'emmène au Ciment d'Elfe. Et là, il fait un temps magnifique. Il me dit, je vais filmer, je vais filmer. Et cette vidéo-là, on l'a postée parce que l'endroit était magnifique. Donc, on le met sur cette page qu'on venait de créer, donc Le Monde de Chloé. Et là, c'était parti des commentaires, les gens ont adoré, etc. Et dans ces commentaires-là, il disait on a hâte de voir la prochaine sortie. Et là, on s'est dit mon Dieu, après avoir montré le Ciment d'Ef, pour moi, c'était the paysage à La Réunion. J'ai dit qu'est-ce qu'on va pouvoir leur montrer d'aussi beau. Mais en fait, ça a été Mafat, les rivières, les cascades qu'on découvre, etc. J'ai compris que les gens étaient en demande. Et surtout, il y a pas mal de gens qui postaient des photos, que ce soit sur Instagram ou autre, un bassin, mais on ne dit pas où c'est en fait. C'est là, regardez, j'ai un bassin à vous montrer. Ce bassin, il est magnifique, mais vous ne saurez pas à quel endroit c'est parce que de peur que les gens salissent, etc. Après, je dis, c'est un peu le prétexte aussi parce que c'est trop facile. Moi, je marche régulièrement. Les sentiers sont pas sales. Effectivement, il y a encore des endroits où on trouve du papier, etc. Nous, ce qu'on fait avec Didier, moi j'ai un sac poubelle dans mon sac. Je ne vais pas montrer en vidéo parce que c'est des choses que je fais systématiquement. Au retour d'un sentier, je ne fais pas forcément à l'aller parce que je suis quand même assez lourd. Au retour, je prends, si je trouve une boîte, une bouteille, voilà, je mets dans le sac et je l'embarque.
la personne qui va passer après moi. Moi j'ai besoin de voir que c'est propre. Moi, j'ai envie de faire des photos dans des lieux magnifiques. J'ai pas envie de montrer la poubelle. S'il y en a, je prends. Et du coup, on a commencé à montrer les bassins, à partager, à indiquer aussi où c'était, parce que pour moi, c'était pas possible qu'un Réunionnais ne puisse pas savoir où est ce lieu, cet endroit, ce trésor. Ça appartient à tout le monde. Et surtout la Réunion. Moi, je sais qu'à Sillaos, quand j'ai montré le bassin La Roche, ce que j'ai retenu, il y a eu pas mal de gens qui étaient mécontents parce que c'est un lieu, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas, etc. Et maintenant, il y a beaucoup de monde. Oui, mais les autres aussi ont le droit de profiter d'un lieu magnifique. Et ce que j'ai retenu, c'est quelqu'un de Sillaos qui m'a écrit, qui me dit j'habite là, j'habite à côté, j'ai jamais su qu'à côté de chez moi, il y avait ce magnifique bassin. Il a fait une photo, il était dans l'eau, il m'a envoyé. Et pour moi, c'est ça en fait. C'est ça C'est du partage. là où je ne regrette pas de partager des endroits cachés. Quand on voit le bonheur d'un habitant qui dit mais je ne connaissais pas cet endroit, je dis ah, c'est simple. Et aujourd'hui, Chloé, tu es à plus de 80 000 personnes justement sur tes réseaux, donc Facebook et Instagram confondus. Alors, visiblement, tu t'attendais pas à un tel succès. Alors maintenant, moi, Pas du tout. ouais. Alors, comment tu fais pour gérer justement toute cette communauté, ta vie privée, ta vie amoureuse, ta vie de maman, ta vie de femme active justement par rapport à ton travail? Parce que j'imagine que c'est du boulot, produire du contenu, faire ces vidéos. Comment tu arrives à continuer? Alors j'ai la chance de le faire avec mon chéri, donc Didier, qui est là aussi pour filmer, pour faire les photos. Et d'ailleurs, ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il arrive vraiment à montrer ce que je vois. Ça, c'est un truc. Parfois, on est à un endroit, on voit quelque chose, mais on se dit, mais c'est super, c'est magnifique. Mais quand on regarde la photo, ça ne rend pas pareil en fait. Aujourd'hui, il arrive vraiment à montrer ce que je vois. Et ça, il n'y a pas de prix. C'est merveilleux. Et en fait, ce qu'il me disait d'ailleurs il n'y a pas longtemps, ça dépend où est notre priorité. Pour pouvoir gérer, que ce soit le travail, ma passion et ma vie de couple, de maman, c'est une question d'organisation aussi. Et là où on place nos priorités aussi. Parce que quand on a envie d'aller faire du shopping, on peut aussi se dire, allez, hop, aujourd'hui, je me réveille. Si j'ai une tâche ménagère, je le ferai plus tard. Je vais faire du shopping. Moi, c'est pareil pour la randonnée. Hein. Le matin, le week-end, je ne me pose pas de questions. J'ai envie d'être en montagne. C'est ma passion. J'ai une semaine de boulot. Moi, je ne randonne pas la semaine parce que je travaille, sauf si je suis en congé. Et la semaine et le week-end, bah, c'est la randonnée. Je ne me pose pas de questions. En fait, je me couche tôt. Je regarde la météo et là, où est-ce qu'on va partir, quelle randonnée on va faire, s'il fait beau là, on pourrait aller là. C'est notre motivation. Et c'est aussi la motivation, après une rando, de reprendre sa journée de travail. Et ma vie de couple, j'ai la chance qu'il soit avec moi aussi en montagne. Donc, on partage ce moment de bonheur à deux. Parce que c'est pas comme si je partais toute seule, je prenais mon sac. Je pense que ça aurait été compliqué de partir tous les week-ends. Et si la personne qui partageait ma vie ne partageait pas ma passion, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. J'aurais fait moins aussi. Hein. J'aurais pas pu partir comme ça tous les week-ends. Mais aujourd'hui, il aime autant que moi être en montagne. Il est en demande. Et ça, c'est du bonheur. Et quel conseil justement tu donnerais aux femmes qui souhaitent se lancer dans la randonnée, seules ou accompagnées? Alors, seul, je ne conseille pas. Alors, toujours, c'est un truc qui me choque aussi quand je vois quelqu'un seul en montagne. Je dis toujours, il faut être à deux.
Il faut, d'ailleurs, on a créé un groupe randonnée à La Réunion. On a aussi créé ce groupe fermé. C'est pour que les gens puissent. Il y avait beaucoup de gens qui me demandaient de les accompagner en randonnée, chose que je ne peux pas. Je ne suis pas guide et je ne peux pas non plus organiser des randonnées en groupe. Ça m'arrive de faire avec des amis à titre exceptionnel, voilà, les collègues. Ça ne me dérange pas. Je rencontre quelqu'un sur le sentier, il veut marcher euh, toute une partie avec nous. Ah, c'est avec grand plaisir. Organiser des randonnées, on ne peut pas le faire. Mais par contre, je ne conseille pas. Et ce groupe-là, souvent, les gens, ils disent, voilà, je pars en randonnée, s'il y a telle et telle personne qui veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus. Et c'était un peu pour ça aussi qu'on l'a créé. Parce que quand je vois les gens seuls, je me dis, voilà, c'est pas prudent. On n'est pas à l'abri, les sentiers, il y a des endroits qui sont il y a des ravins, il y a des précipices, il y a des falaises. On peut avoir un malaise aussi. On n'est pas très en forme. On se dit souvent, il y a beaucoup de gens sur les sentiers, mais ces gens-là, vous n'êtes pas avec, donc ils ne vont pas se poser la question si à un moment vous n'êtes plus derrière ou s'ils ne vous voient plus. Donc, je trouve que ce n'est pas prudent de marcher seul. Par contre, à deux, avec un petit groupe, il faut y aller parce que la randonnée, en fait, au départ, il faut se faire un petit peu violence parce que se lever le matin tôt, si on n'a pas l'habitude, effectivement, hein, ça pique les yeux le matin. Mais par contre, quand on arrive en montagne, on voit le lever du soleil, la rosée du matin, juste ça, quoi, les odeurs et être sur les sentiers au lever du soleil, ça c'est magique. Il n'y a pas de prix en fait. Et là, on se dit, je sais pourquoi je me suis réveillée tôt ce matin. Et merci. Et là, on ne regrette pas. Mais pour ça, au départ, il faut se faire un petit peu violence. Il faut se dire, voilà, pas se poser de questions. Dormir tôt, c'est important parce que sinon, c'est dur le réveil. Et le matin, choisir son parcours, bien regarder la météo. Pas faire des parcours trop durs aussi au début parce que ça peut débuter quelqu'un. Parce que si on rentre chez soi, on a des ampoules, on a mal, etc., on n'a pas envie de recommencer. Commencer par les petits parcours. Dès qu'on commence à être à l'aise, des petits dénivelés. Ici, même par exemple, à Saint-Paul, je vois, il y a le chemin pavé, il y a la savane, il y a des petites montées, du plat, donc on n'est pas loin de la route. On peut se tester un peu, faire des entraînements sur la côte et ensuite commencer à aller un peu plus loin et notamment le piton de neige parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui me posent des questions. Je ne marche pas, mais j'aimerais faire le piton de neige. Alors, commencer déjà par faire des petits entraînements avant de chez soi, sur la côte, pouvoir rentrer quand ça ne va pas ou quand on est fatigué. Et ensuite, quand on se sent prêt, faire un parcours, soit le piton des neiges ou autre. Mais je conseille, c'est quelque chose à faire, quoi. La randonnée, ça apporte tellement au niveau mental, que ce soit pour son bien-être, même pour aller travailler, on est beaucoup plus zen. Moi, je sais que le lundi matin, quand j'arrive au boulot, j'ai le sourire, je suis en forme et il n'y a rien qui peut me contrarier. Hein. Après avoir passé que ce soit une journée ou un week-end en montagne, je suis zen pour ma semaine et surtout de bonne humeur. C'est ça en fait. Et au niveau, pour la santé aussi, au niveau physique, mental, c'est à faire. C'est à faire. J'ai pas d'autres mots, il faut le faire. Si quelqu'un, Chloé, souhaite se lancer du jour au lendemain dans les randonnées, faire des balades, quels sont les conseils que tu souhaiterais faire passer? Alors, surtout, mettre le nécessaire dans un sac de randonnée, c'est-à-dire de ne pas oublier de l'eau, par exemple. C'est un truc tout bête pour les gens qui ont l'habitude de marcher, de randonnée. Mais je sais qu'on ne va pas systématiquement penser à ça si on est débutant. On se pose énormément de questions. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans son sac? Alors, n'oubliez pas l'eau, mettre au moins minimum 1 litre, voire 1,5 litre d'eau.
Ensuite, bien se protéger, la casquette, ne pas oublier, ici il y a beaucoup de soleil, la casquette, la crème solaire, les lunettes de soleil, parce que ici ça peut faire des dégâts, hein, le soleil. Et parfois on oublie aussi chez les enfants, on voit souvent les adultes avec les lunettes de soleil, mais pas forcément les enfants. Donc bien se protéger et aussi emmener quelque chose à manger. Parfois, on pense arriver à un endroit, que ce soit dans ma fat, on va s'acheter un sandwich. Non, il peut être fermé. Vous pouvez aussi avoir un contretemps sur le sentier et pas arriver à l'endroit où vous voulez aller. Donc, pensez à mettre de quoi manger, de quoi boire, vous protéger. La couverture de survie, c'est quelque chose de tout léger. Il est tout petit. Vous glissez ça dans votre sac. Des vêtements de pluie également parce que vous pouvez avoir très froid aussi, quelque chose pour se réchauffer. Et de l'eau. J'insiste sur l'eau parce que souvent les gens sont en manque d'eau ou ils pensent trouver un point d'eau quelque part où ils ont déjà vu. Non, pensez à mettre de l'eau dans votre sac et aussi comment se protéger. Se protéger de l'eau, à manger, se protéger du soleil, la casquette, la crème solaire, les lunettes de soleil. Les vêtements de pluie, un vêtement sec dans le sac, vous mettez dans un petit sac en plastique, ça ne prend pas beaucoup de place dans le sac. De bonnes chaussures aussi, hein, parce que je croise pas mal de gens avec des chaussures qui ne sont pas adaptées à la montagne, donc la chute, les glissades, et on est moins à l'aise aussi quand on est sur des terrains techniques. Il faut quand même avoir de bonnes chaussures quand on commence à aller, que ce soit dans ma fat ou prendre des sentiers techniques. Donc, surtout, ne pas oublier de l'eau et à manger. Merci pour ces conseils, Chloé. Aujourd'hui, Chloé, on te reconnaît assez facilement avec tes jolis vêtements très colorés, fluorescents. Est-ce que ça fait partie de ton branding en fait pour le monde de Chloé, ou c'est un choix, ou juste parce que tu as envie de t'habiller de cette façon-là? Alors, mes tenues, c'est un choix. J'adore la couleur. C'est, comme j'ai dit, il faut mettre de la couleur dans sa vie. Moi, déjà, d'être colorée, ça me donne la pêche. J'ai pas trop envie de m'habiller en noir. C'est ce qu'au début, j'ai voulu faire quand j'ai commencé la randonnée. Parce que je me disais, mais je peux pas mettre de la couleur comme ça. Et je voyais les gens en gris, en kaki, en noir, et puis je me disais, ah oui, ben, c'est peut-être pas salissant aussi le noir. Comme on est en montagne, on s'accroche aux racines parfois, on pose les mains par terre, et si on glisse et tout, c'est moins salissant. Et après, je me suis dit, c'est pas moi. En fait, c'est pas moi, ça c'est. J'aime la couleur, pourquoi je ne porterais pas la couleur en randonnée? En plus, j'aime bien être assortie, j'aime bien du rose, du rouge. Voilà, c'est une couleur qui me donne la pêche. Donc, j'ai commencé à mettre de la couleur pour faire mes sorties montagne. Et je me souviens au début, les gens me disaient ah, vous êtes coloré. Et je répondais souvent bah oui, si jamais je me perds ou je glisse ou qu'on puisse me voir, le rouge, on va vite repérer dans la nature. Et je donnais toujours l'excuse pourquoi je suis colorée. Et à un moment, j'ai dit non, c'est pas ça du tout. Je suis en train de mentir à moi-même et c'est pas bien. Il faut t'assumer. C'est comme ça. Tu aimes la couleur, allez, porte la couleur, mets ta couleur. Et si on te pose la question, parce que tu aimes ça. Et j'ai commencé. Et effectivement, hein, souvent au début, on me disait ah, waouh, t'es très colorée. Ah, j'ai dit, j'adore la couleur. Et d'ailleurs, je mets souvent des petits messages aussi sur mes vêtements. Mets de la couleur dans ta vie, joie de vivre, etc. C'est ce que je pense, en fait. C'est un peu quand je choisis mon t-shirt rose avec joie de vivre écrit dessus, c'est l'état d'esprit du matin. Donc, j'ai envie de partager ça sur les sentiers. Et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois de plus en plus de gens en rose, en rouge, avec des couleurs vives en montagne, orange, et il y a tout qui est assorti, les chaussures, et ça, je dis, ah, c'est génial, parce que
prendre comme prétexte qu'on puisse nous voir au cas où si non, j'ai dit ça c'est pas moi, allez, assume, mets-le. Si ça dérange certaines personnes, ben tant pis. Et si ça peut aussi influencer d'autres gens, apporter, leur donner envie à porter des beaux vêtements, parce que quand on marche comme ça, il faut qu'on se sente bien, il faut qu'on soit bien aussi, bien dans sa peau, bien dans elle. Et ça, c'est moi. La couleur, c'est moi en fait. Que ce soit pour aller travailler ou sur les sentiers, j'aime mettre de la couleur sur moi et dans ma vie. Chloé, pour réaliser tout ce que tu mets en place dans ta vie actuellement, tu as dû forcément faire des choix. Quel était l'un des choix les plus difficiles pour toi? Alors, un choix très très difficile dans ma vie, ça a été la décision de prendre la décision de laisser mon fils partir à l'âge de 14 ans. Il avait décidé de faire sport-études et il devait rentrer en métropole. Alors, comme toutes les mamans, c'est hyper difficile de laisser partir son fils, que ce soit en vacances une journée, surtout à 14 ans, on n'est pas préparé, mais je pense qu'on n'est pas préparé même à 20, à 30. Et il avait 14 ans, il faisait de la lutte, il fait toujours d'ailleurs, de la lutte gréco-romaine. Il faisait à La Réunion et il voulait intégrer le pôle espoir. En fait, il avait été sélectionné pour intégrer le pôle espoir de Font-Romeu. Et bien entendu, je devais prendre cette décision-là de le laisser partir à 14 ans. Et heureusement que j'ai eu aussi des personnes qui m'ont soutenue, parce qu'on a peur aussi de faire ce choix et de se dire, est-ce qu'on fait le bout? Et après, il y a le côté perso, on a envie de l'avoir avec nous, qui rentre tous les soirs. Et là, ça aurait été égoïste, parce que moi, j'adore le sport et j'ai pensé, je me suis dit, si j'avais un projet comme ça et que mes parents ne voulaient pas me laisser partir, je sais que j'aurais pas été contente, j'aurais peut-être pu les en vouloir, etc. Donc, je me suis dit, non, je ne peux pas. Il faut que je l'accompagne, il faut qu'il puisse réaliser son rêve, même si il veut retourner, même si ça se passe, au moins, il faut qu'il essaye. Et aujourd'hui, il a été 3 fois champion de France en lutte gréco-romaine et c'est un grand garçon, il est indépendant, il a grandi, il a gagné en maturité et je sais qu'aujourd'hui, j'ai fait le bon choix. Et comment tu as pu justement surmonter tes peurs? Parce que j'imagine le fait de laisser un petit garçon de 14 ans partir en métropole seul, j'imagine que quelque part, est-ce que tu arrivais à dormir déjà le soir? Alors, au départ, je l'avais accompagné, donc j'étais sur place. J'étais aussi à Font-Romeu. Je suis restée 1 mois sur Font-Romeu. Je me suis installée à côté du lycée. Et du coup, j'ai compris aussi qu'à Font-Romeu, il était bien encadré. Donc, il fallait que j'aille voir sur place parce que je ne pouvais pas non plus le laisser partir, pas savoir, juste voir là où il est, avoir une idée de ne serait-ce le bâtiment. J'ai vu sa chambre, j'ai vu le lycée, l'école était intégrée, c'était dans le CREPS, et des entraîneurs, un médecin, mais bien suivi, donc j'étais plutôt rassurée. Et le fait que je sois pas très loin, ça me rassurait aussi. Je me disais, c'est bon, je suis à côté s'il y a quelque chose. Le plus dur, ça a été mon retour à La Réunion, quand j'ai vu que ça allait pour lui, qu'il avait l'air de se débrouiller. On n'a pas sollicité une fois. Il savait que j'étais là au cas où s'il avait besoin, mais il ne m'a pas sollicité. Après, c'est quelqu'un aussi, je l'ai un peu appris à être comme ça, à se débrouiller tout seul. Je n'ai pas été trop derrière lui petit, à lui apprendre à faire son sac. Voilà, chacun commence à faire, à s'entraider, c'est-à-dire quand il y a des tâches ménagères, chacun avait ses tâches dans la maison, pas tout petit, mais dès qu'il était en âge de pouvoir le faire, c'était comme ça.
Et du coup, et lui expliquer aussi comment je me suis débrouillée seule quand j'étais jeune, passer mon permis, acheter ma voiture toute seule. Donc, tout ça, il a dû bien enregistrer. Et quand on apprend ça à son enfant, on ne peut pas lui dire maintenant, stop, toi, tu ne peux pas aller te débrouiller toute seule ou aller, tu as des projets, tu as des rêves. Non, il fallait que je l'accompagne. Et je pense que j'ai eu raison de le faire, même si ça a été dur. Après, je ne cache pas qu'avoir son enfant comme ça, très loin, c'est très dur, mais on a la chance aujourd'hui, chose qu'il n'y avait pas avant. Internet, on peut faire des visios, la preuve aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et on peut s'appeler, on peut, voilà, surtout avec Internet, on peut voir tout ce qui se passe, on peut se donner des nouvelles régulièrement. Donc, c'est ça aussi qui me rassurait, de voir qu'il était bien, qu'il faisait quelque chose qu'il aimait. Et il y avait ses études à côté. Ça a été aussi sa carotte pour ses études, parce que il n'était pas spécialement, il n'aimait pas forcément l'école. Mais comme il fallait aussi avoir de bons résultats scolaires pour pouvoir continuer dans le sport, bah, il savait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire, comme il aimait le sport, bah, il bossait aussi à l'école, donc ça a été une très très bonne décision et un très bon choix aussi pour lui. D'ailleurs, il continue aujourd'hui dans ce sport. Pour être la femme que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a aidé en fait sur ton parcours? Est-ce qu'il y a des expériences, des événements qui se sont passés dans ta vie et qui finalement t'ont aidé à être la personne que tu es aujourd'hui? Alors, je suis toujours très proche d'une femme qui compte énormément pour moi, surtout depuis que j'ai perdu ma mère. Cette femme a été encore plus proche pour moi, c'est Nicole, c'est ma cousine. D'ailleurs, je suis assez émue quand je parle d'elle, parce que c'est une personne qui m'a beaucoup, beaucoup apporté dans ma vie. J'étais très proche d'elle depuis petite. J'ai toujours admiré cette femme. C'est une femme très courageuse, qui m'a jamais jugée, qui m'a toujours portée, félicitée. C'est quelqu'un que j'ai toujours été proche. D'ailleurs, je l'appelle ma maman de cœur, qui m'a toujours bien conseillée. Et c'est quelqu'un qui, je regardais son parcours, je regardais son courage. Elle a toujours été de bonne humeur avec moi. Elle se plaint jamais. Euh, Toujours agréable. Quand on passe un moment ensemble, ben, c'est toujours des fous rires. Des fous rires. On est bien en fait. Il y a des gens comme ça on passe un moment ensemble et là, on se sent super bien. Après, ben, c'est le cas avec elle. C'est à chaque fois que je la vois. Aujourd'hui, je la vois pas aussi souvent qu'avant, mais on s'appelle et dès qu'on a l'occasion, on passe un super moment ensemble. Et heureusement tout le monde devrait avoir une personne comme ça dans sa vie parce que ça aide énormément. Chloé, ça te dit qu'on parle d'amour? Ah oui, volontiers. Alors, parle-nous un petit peu de Didier, de ta collaboration avec lui sur le monde de Chloé. Alors, Didier, j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie, un compagnon, un chéri, un ami, un confident, quelqu'un qui est très, très patient. Didier, c'est quelqu'un de patient, jovial aussi, il me fait rire et, et il m'accompagne sur toutes mes sorties. On ne travaille pas ensemble, donc la semaine, on a chacun notre vie professionnelle. Et bien sûr, on a hâte d'être en week-end. Chaque semaine, on se dit, allez, où est-ce qu'on va y aller, etc. Donc, c'est des petits moments. Alors, sur les sentiers, on a des projets, on refait le monde, on a des beaux souvenirs depuis le temps qu'on est ensemble. Donc, on a créé quand même de beaux souvenirs ensemble.
Et c'est quelqu'un qui m'aide énormément dans ma vie, même que ce soit lui qui a un petit coup de mou, donc je suis là pour lui et vice-versa. Il est souvent là aussi pour moi. Et ce que j'aime chez lui, c'est son côté jovial et aussi il est très patient. Moi, je suis impatiente. Hein. J'aime bien que les choses arrivent vite. J'aime pas attendre. Lui, c'est quelqu'un de patient. Il est posé aussi, donc c'est cette sérénité-là qui fait que ben, on peut être que bien auprès de lui. Donc, c'est que ce soit parfois on peut avoir un peu de stress par rapport au boulot, etc. Dès que je rentre à la maison, je sais que je vais le retrouver, je sais que ça va aller puisqu'il est là et il m'apporte cette sérénité. Et heureusement d'ailleurs, et c'est ça aussi qui fait que quand je suis en montagne, j'ai le sourire, j'ai la patate, j'ai quelqu'un à côté de moi qui n'arrête pas de me faire rire. Et aussi, comme il aime aussi la randonnée, donc du coup, partager une passion comme ça à deux communes et on sent aussi que la personne a besoin et accro et a envie de ça, et c'est que du bonheur en fait. Et c'est ça qui fait que ben, on est bien, on profite de tous les deux en fait, on profite de chaque petit moment, on s'émerveille en fait sur les sentiers, on est là, ah, il y a un fruit, on va le prendre, on cueille, et on va le partager, on mange à deux, on s'émerveille de tout ce qu'il y a autour de nous et on sait aussi, on essaie de profiter aussi de tous les deux, de chaque petit moment ensemble. Ça nous arrive aussi hein, sur les sentiers, quand on peut, on se donne la main, on marche sur des kilomètres comme ça, même sans parler, on est bien en fait. On est bien, on est dans la nature, on écoute ce qui se passe autour de nous, on entend les oiseaux. Non, c'est merveilleux être à ses côtés. On arrive presque à la fin de notre interview, Chloé. Alors, moi, mes deux dernières questions, justement, c'est si tu avais un message à faire passer aux femmes de la Réunion, lequel serait-il? Alors, avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. On est capable de beaucoup de choses. Parfois, on ne le sait pas, mais on est capable. Et il ne faut pas s'entourer des gens aussi qui vont toujours nous dire c'est pas possible. C'est pas possible. On va finir par croire que c'est pas possible, qu'on n'est pas capable d'y arriver. Et avoir confiance en soi, je crois que il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas s'occuper des autres. Et je sais qu'à un moment de ma vie, j'attendais toujours que le bonheur arrive. Je dis toujours, j'attends. Je ne sais pas ce que j'attendais, mais en fait, à un moment où j'ai compris que ça ne dépendait que de moi, en fait. Le bonheur, c'est moi. C'est pas quelqu'un qui va m'emmener quelque chose et qui va faire que je vais être heureuse. Tu te réveilles le matin et ça ne dépend que de toi, de te dire tu vas passer une belle journée. Et c'est ça le bonheur, en fait. De prendre soin de soi, comment tu perçois la vie, le regard que tu as, d'être positive aussi et avoir confiance en soi. Pas regarder les autres, faites ce que vous avez envie de faire. Il y aura toujours des gens pour juger et ça, on ne pourra pas l'empêcher. Mais l'essentiel, c'est être bien dans sa peau. Ça, c'est important. Super. Est-ce que Didier est toujours à côté de toi? Non. Non, ok. J'allais lui demander justement s'il avait un message à faire passer aux femmes. Ah, d'accord, il est parti travailler. C'est pas grave. Et ma dernière question, est-ce que tu as un message à faire passer aux hommes également? Alors, un message à faire passer aux hommes. Alors, ce que je disais par rapport à 2003 sur mon grand raid, ça a quand même un peu changé aujourd'hui. Mais je sais, il y a quand même pas mal des personnes que je connais. Bien sûr, tout le monde n'est pas pareil. Qui croient encore que il y a des femmes qui ne peuvent pas faire telle et telle chose. Je sais que, par exemple, quand j'ai fait le GR20,
il y a une personne qui me disait, c'était un homme dans mon entourage, ah, tu as été capable de faire ça? Bah, on a l'impression qu'une femme n'est pas capable de faire certaines choses. C'est limité à certaines choses. Non. Et je veux dire, que ce soit un homme, une femme, oui, on est capable. Et il y a pas mal de femmes aussi qui restent là-dedans. Je pense que c'est par rapport à ce discours-là. Et j'aimerais que ça change. Et heureusement, ça a changé. Et heureusement aussi que tout le monde n'est pas pareil. Et il y a aussi le respect. Parfois, je rencontre des personnes avec un manque de respect qui s'adressent qu'aux femmes. C'est-à-dire, on est dans un groupe. Euh, il y a des hommes, il y a des femmes. Ils parlent d'un sujet, j'ai l'impression que ça ne concerne pas la femme, en fait. Et ça me choque un peu. Donc, nous, on est intéressés aussi, que ce soit, que ce soit le foot, que ce soit, peu importe, je veux dire, ne pas regarder juste le public masculin quand tu parles d'un truc précis. Je pense que tu dois te dire, je sais pas, hein, pourquoi il n'y a pas un regard, pourquoi tu t'adresses pas à la femme et ça me dérange, ça me dérange. Et heureusement, ça a changé depuis, mais pas encore, c'est pas encore ça. Encore des progrès à faire. Ouais. Ouais, Et ma dernière question, Chloé, qu'est-ce qu'une femme ambitieuse? Belle question. Alors, une femme ambitieuse, une femme déterminée, c'est une femme qui a des rêves, mais qui va jusqu'au bout, euh, qui va avancer, qui va pas reculer, c'est-à-dire qui va, ouais, voilà, la détermination. C'est quelqu'un qui voit grand et qui pense qu'elle est capable. C'est une personne qui voit grand et qui pense qu'elle est capable. Pour moi, c'est ça, avoir de l'ambition. Chloé, en tout cas, je te remercie pour ce joli partage. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer? Alors, je donne rendez-vous à tous les amis qui me suivent sur les sentiers. J'espère les croiser, notamment ce week-end. Et toi aussi, Sandrine, j'espère te croiser prochainement sur les sentiers, surtout si tu fais de la randonnée, si tu marches. Je suis une passionnée de randonnée. Ouais, ouais, ouais. Donc, on se croisera sûrement. Voilà. J'espère bien. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.